Si je vous dis le politique, ce qui vous vient spontanément en tête, c'est sûrement des intrigues de cour, des empoignades au Parlement ou bien l'élection du président. Pour Carl Schmitt, l'auteur dont on va parler aujourd'hui, la politique ce n'est pas seulement ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui nous engage de manière existentielle, nous et toute la société. On va voir comment cerner l'essence du politique permet de mieux comprendre les rapports de force en jeu dans une société et, partant, de reprendre le contrôle de notre destin à l'intérieur de celle-ci. Pour Schmitt, la politique est un rapport d'hostilité défini par la notion d'ennemi et qui porte en elle la possibilité d'une guerre. On va développer ces points dans cette vidéo et comprendre pourquoi la vision qu'a Schmitt de la politique est iconoclaste, provocatrice, voire même dangereuse, et laisse, une fois digérée, l'arrière-goût amer des vérités terribles. Mais d'abord, qui est Carl Schmitt ? Carl Schmitt est un juriste allemand, né en 1888 et mort en 1985, qui a pensé notamment l'État moderne et la souveraineté. Avant de plonger dans sa théorie politique, il est important de rappeler qu'il a rejoint le parti nazi en 1933, à l'invitation du philosophe Martin Heidegger, parti qu'il quittera 3 ans plus tard en 1936, n'étant pas aligné avec la frange la plus dure du mouvement, notamment à la suite de controverses sur l'État, et il se verra également accusé de n'être là que par opportunisme. Malgré cet engagement ignoble, Carl Schmitt nous a légué une œuvre immense, aujourd'hui enseignée à l'université, que j'ai personnellement découvert durant mes cours de philosophie du droit à l'université, et qui continue à être enseignée pour son apport majeur à la philosophie du droit et aux sciences politiques. On va parler d'un livre en particulier de Schmitt aujourd'hui, La notion de politique. Dans cet ouvrage, Carl Schmitt a eu pour projet de définir l'essence du politique, de saisir ce qui faisait intrinsèquement qu'une situation, qu'un sujet donné, relevait ou non de la matière politique. Alors tout d'abord, pourquoi cette nécessité de définir la matière politique ? Carl Schmitt commence par souligner que ce qu'on appelle le politique ne répond pas à une définition précise, contrairement à d'autres champs de réflexion, comme la morale ou l'économie, qui eux ont un critère précis d'application. Ainsi, le critère qui détermine la morale, c'est le bien et le mal. Le critère de l'économie, c'est le rentable et le non rentable. Le critère de l'esthétique, c'est le laid et le beau. Mais, s'agissant du politique, eh bien, il n'existe pas de critères précis pour distinguer ce qui en relève ou non. Carl Schmitt remarque que jusqu'à présent, on a traditionnellement eu tendance à assimiler la politique à tout ce qui relève de l'activité de l'État. Pour lui, assimiler la politique à l'État, c'est une erreur pour 2 raisons. La première, c'est que l'État a en charge de nombreux domaines, comme par exemple l'économie, qui ne sont pas à proprement parler politiques. Assimiler la politique à l'État revient donc à brouiller les catégories. Et cela empêche de cerner ce qui fait la spécificité de la matière politique. La deuxième raison, c'est que dans des situations insurrectionnelles, il arrive que l'État s'effondre, que le pays s'embrase, et que s'ouvre alors une période de chaos ou d'instabilité qui ne prend fin que par la recomposition de l'ancien État ou l'émergence d'un nouveau. Mais durant cette période durant laquelle l'État s'est effondré, l'activité politique ne s'arrête pas pour autant. Au contraire, la politique continue à exister sans aucun support institutionnel. Elle devient même d'ailleurs particulièrement dangereuse. La politique ne dépend donc pas de l'État, puisque lorsque celui-ci s'effondre, elle continue. C'est la différence entre l'État qui est une instance et la politique qui est une substance.
elle se déploie dans l'État, mais pas seulement. On le voit donc, l'État ne peut pas être le critère du politique. Le critère que propose Carl Schmitt pour définir ce qui relève de la matière politique, c'est le critère ami-ennemi. Comme le beau et le laid en esthétique, le bien et le mal en morale, le rentable et le non rentable en économie, le critère ami-ennemi permet de saisir le caractère politique d'une situation. Un fait est politique s'il crée une opposition entre deux groupes, l'un ami et l'autre ennemi. Si un fait ne crée pas cette séparation, alors il n'est pas politique. On va évidemment définir ce que Schmitt entend par ami et surtout par ennemi. Pour Schmitt, l'ennemi, c'est l'étranger. Attention, ici ce n'est pas l'étranger au sens du langage courant, comme celui qui aurait une autre nationalité. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Dans le vocabulaire de Schmitt, c'est l'étranger au groupe qui s'est constitué en opposition à lui comme ami. C'est l'étranger qui est hors du groupe et qui le menace dans son existence même. Ce groupe peut effectivement être une nation, mais ça peut aussi être une classe sociale, un parti politique ou une religion. C'est l'anglais pour l'armée française pendant les guerres napoléoniennes. C'est le bourgeois capitaliste pour les bolcheviks de la Russie soviétique. C'est l'homme blanc hétérosexuel pour les woke décoloniaux. Schmitt veut faire de ce critère ami-ennemi un critère autonome qui permettrait de distinguer ce qui relève du politique de ce qui relève d'autres matières. Ainsi, l'ennemi au sens politique n'est pas forcément un ennemi au sens économique ou même moral. L'ennemi politique ne sera pas forcément mauvais dans l'ordre de la moralité ou laid dans l'ordre esthétique. Il ne jouera pas forcément le rôle d'un concurrent au niveau de l'économie, il pourra même, à l'occasion, paraître avantageux de faire des affaires avec lui. Il se trouve simplement qu'il est l'autre, l'étranger. C'est donc un critère qui s'applique exclusivement aux politiques. De la même manière, l'ennemi politique n'est pas nécessairement l'ennemi privé, personnel, le rival qu'on hait pour des raisons intimes. C'est un ennemi public qui concerne le groupe entier auquel on appartient et dont il menace l'existence. Ainsi, les tenants de deux groupes ennemis peuvent parfaitement se croiser, se parler et même s'apprécier dans la vie de tous les jours en tant qu'individus. Ils ne sont ennemis qu'en tant que groupe, dans la sphère spécifiquement politique. Comme le dit Schmitt, dans la situation extrême où il y a conflit aigu, la décision revient aux seuls adversaires concernés. Chacun d'eux, notamment, est seul à pouvoir décider si l'altérité de l'étranger représente, dans le concret d'un tel cas de conflit, la négation de sa propre forme d'existence, et donc si les fins de la défense ou du combat sont de préserver le mode propre, conforme à son être, selon lequel il vit. De plus, l'ennemi peut être l'ennemi extérieur, comme un autre État, ou encore un ennemi intérieur, dans le cas d'une potentielle guerre civile. L'existence politique d'un peuple est donc déterminée par son opposition à un groupe ennemi. L'ennemi est l'autre, l'étranger, tel que les conflits avec lui ne sauraient être résolus ni par un ensemble de normes générales établies à l'avance, ni par la sentence d'un tiers, réputé non concerné et impartial. Quand Schmitt parle de normes générales établies à l'avance et de sentence d'un tiers impartial, il parle du droit et du juge. En d'autres termes, l'ennemi, c'est celui avec qui l'hostilité ne peut pas être résolue par un juge.
Et si l'on pense à cette phrase célèbre, un procès sert à rappeler aux deux parties qu'elles appartiennent à la même société, alors on pourrait dire que l'ennemi, au sens schmittien, c'est celui avec qui on partage peut-être le même territoire, mais avec qui on ne partage plus la même société. Enfin, pour Schmitt, l'ennemi ne peut être qu'un autre groupe humain. Il ne peut pas être un concept ou une métaphore. Ainsi, l'ennemi ne peut pas être le monde de la finance, comme le disait François Hollande. Pas plus qu'il n'est possible d'entrer en guerre contre une maladie. Nous sommes en guerre. Les métaphores, pour Schmitt, sont dépolitisantes, puisqu'elles occultent qui est visé concrètement dans cette opposition. Pour qu'une situation puisse être qualifiée de politique, l'ennemi doit donc être envisagé dans son sens concret, charnel, incarné. Prenons maintenant un exemple de mise en œuvre de ce critère. Imaginons qu'une nouvelle réforme voit le jour et qu'il soit question de réduire la limitation de vitesse sur l'autoroute de 80 à 70 km/h. En l'état actuel des choses, cette nouvelle mesure pourrait sûrement provoquer des remous, voire même causer quelques disputes dans des bistrots, mais il est évident que dans la société actuelle, le contenu d'une telle mesure ne générerait pas un degré d'hostilité suffisamment fort pour que deux groupes en viennent à se reconnaître mutuellement comme ennemis et à se menacer chacun dans leur existence même. Donc pour Schmitt, une telle mesure ne serait pas un sujet politique. Il n'y a donc pas de sujet intrinsèquement politique ou non pour Carl Schmitt. La politique ne dépend donc jamais du contenu de la discussion, mais de l'intensité du conflit qu'elle génère. Ainsi, de nombreuses oppositions peuvent naître dans une société entre les individus. Des oppositions économiques, morales, religieuses. Ces oppositions ne quittent leur sphère économique, morale ou religieuse et ne deviennent politiques qu'à partir du moment où elles sont assez fortes pour créer une opposition entre deux groupes amis et ennemis. Alors, en entendant tout ça, vous pourriez me dire « Mais moi, je refuse de désigner un ennemi. Je veux pas faire la guerre, ni même affronter qui que ce soit. Je veux simplement être en paix avec tout le monde. » Ce discours, on l'a beaucoup opposé à Schmitt à son époque, car il écrit dans un moment d'essor du libéralisme, des valeurs pacifistes, humanistes et du droit international. Le problème, c'est que comme le dit Schmitt, c'est l'ennemi qui vous désigne. On est souvent pris malgré nous dans le rapport politique. À partir du moment où un groupe nous dit « Vous qui avez tous telles caractéristiques, vous êtes notre ennemi », alors, par la force des choses, s'il veut continuer à exister, le groupe qui a ces caractéristiques doit se reconnaître comme tel et s'organiser, c'est-à-dire se politiser. Donc pour Schmitt, affirmer que l'on n'a pas d'ennemi, c'est se soumettre à l'avance à celui qui nous désignera comme tel. Si une partie du peuple déclare ne plus se connaître d'ennemis, elle se range en tout état de cause du côté des ennemis et leur prête son appui. Ce serait une erreur de croire qu'un peuple pourrait à lui tout seul faire disparaître la discrimination ami-ennemi en déclarant son amitié au monde entier ou en procédant à son propre désarmement. Le monde ne sera pas dépolitisé de cette manière. Il n'y régnera pas pour autant la moralité pure, le droit pur ou l'économie pure. Qu'un peuple n'ait plus la force ou la volonté de se maintenir dans la sphère du politique, ce n'est pas la fin du politique dans le monde, c'est seulement la fin d'un peuple faible. Quand Schmitt parle d'affrontement entre deux groupes, il ne parle pas nécessairement d'affrontement armé ou de guerre entre États. On pourrait croire à première vue que Schmitt assimile la politique à la guerre, que tout conflit ami-ennemi conduirait nécessairement à l'affrontement violent. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il relève d'ailleurs que dans la très grande majorité des cas,
l'hostilité politique entre amis et ennemis ne débouche pas sur une guerre ou un affrontement. L'exemple topique, c'est la guerre froide, qui est une opposition ami-ennemi par excellence, mais qui n'a, et heureusement d'ailleurs, jamais débouché sur un conflit violent. Ce que Schmitt dit en revanche, c'est que la guerre, entre États ou la guerre civile, est une possibilité du politique. Elle est toujours là, virtuelle, en toile de fond, comme une potentialité de ce rapport. La guerre est l'actualisation ultime de l'hostilité. Elle n'est qu'une forme parmi d'autres de déploiement du politique. Schmitt résume cette idée avec la formule suivante : la politique, c'est la guerre par d'autres moyens. Ainsi, la paix actuelle n'est que la forme par laquelle se manifeste l'hostilité réelle. Schmitt fait remarquer les tentatives constantes de dépolitisation de la parole publique par les libéraux. Il le voit chez certains responsables ou certains médias, qui prétendent parler de politique sans désigner l'ennemi, et qui donc en fait ne parlent de rien. Des notions politiques visent un antagonisme concret. Ils sont liés à une situation concrète, dont la logique ultime est une configuration ami-ennemi, et l'absence d'une telle situation en fait des abstractions vides et sans vie. Ainsi, des mots tels que État, République, société, classe, souveraineté, État de droit, absolutisme, dictature, plan, État neutre ou État total sont inintelligibles si l'on ignore qui, concrètement, est censé être atteint, combattu, contesté et réfuté au moyen de ces mots. Aujourd'hui, on pourrait en dire autant des termes comme valeurs de la République, vivre ensemble, citoyenneté, mixité ou inclusion. C'est un vocabulaire creux et dépolitisant qui ne nous touche pas, que l'on entend à peine tant il est couvert par le bruit qui gronde venant de la société réelle. Ces mots sonnent creux car leur fonction est précisément de nous dissimuler le rapport politique, c'est-à-dire l'antagonisme réel. Et le problème, c'est qu'à force de refuser de voir l'hostilité, de refuser de faire de la politique, on couvre toujours plus la cocotte minute, et on se retrouve tôt ou tard avec des situations qui deviennent explosives, car il y a toujours un moment où l'on atteint les limites du refoulement. La pensée de Schmitt, centrée sur le rapport de force et l'affrontement, peut paraître très belliqueuse, voire guerrière. Cependant, Schmitt ne se réjouit pas particulièrement de ce qu'il écrit. C'est un juriste, il n'aime pas particulièrement la guerre ni l'affrontement. Il conclut d'ailleurs son essai en disant que le rôle du théoricien est de veiller au concept et d'appeler les choses par leur nom. Il relève que si l'éducation libérale atteint son but et que l'homme cesse de désigner des ennemis, alors adviendra un nouveau monde, un monde dans lequel il n'y a plus de politique. Mais il n'y croit pas. En attendant, il veut décrire la réalité telle qu'il la voit, avec l'homme tel qu'il est, un être politique, et non tel qu'on voudrait qu'il soit, comme le font les libéraux. Après avoir posé son critère fondamental, Schmitt étudie ce qu'il appelle les neutralisations, c'est-à-dire les différentes tentatives, vouées à l'échec selon lui, de dépasser le politique et qui conduisent à camoufler l'opposition ami-ennemi qui en est le véritable critère. Une tentative de neutralisation notable, c'est l'ONU, et avec lui les droits de l'homme ou les valeurs universelles. Pour Schmitt, affirmer qu'il n'y aura plus de guerre comme le font les tenants des institutions internationales est nécessairement faux. C'est faux puisqu'une telle déclaration est, relève-t-il en bon juriste, nécessairement assortie de réserves. La première réserve tend à la préservation de l'État lui-même. Si celui-ci venait à être attaqué, il se défendrait. Mais surtout, en déclarant un nouvel ordre international dans lequel la guerre serait proscrite, Schmitt relève que l'on assiste simplement à une reconfiguration de la notion d'ami et d'ennemi. En effet, au nom de cet idéal de justice,
il devient légitime de faire la guerre à tous ceux qui menaceraient cet état de paix généralisé. Donc l'ordre libéral, prétendument universel, redevient politique dès qu'il rencontre quelqu'un qui le nie. Il redevient une opposition ami-ennemi, déguisée sous l'aspect bien-mal. Cette solennelle mise hors la loi de la guerre n'abolit pas la discrimination de l'ami et de l'ennemi. Elle lui donne au contraire un contenu nouveau et une vie nouvelle. Les nouvelles guerres, menées au nom de l'humanité, de la démocratie, des valeurs universelles et des droits de l'homme, sont pour Schmitt le masque d'une nouvelle configuration ami-ennemi qui brouille les catégories, comme le faisaient en leur temps les guerres de religion. On refait la guerre au nom d'un idéal. Et au nom de cet idéal, on sort l'ennemi de l'humanité. On n'en fait plus seulement un ennemi, mais désormais un criminel. Comme contre l'hérétique autrefois, on fait la guerre à celui qui menace la paix. Et tout est permis contre celui que l'on a préalablement sorti de l'humanité. Donc, proclamer la paix au nom de valeurs absolues permet d'infliger les pires atrocités à celui qui menacerait cette paix. Il n'est plus l'ennemi digne et honorable du passé, il est désormais le criminel, celui contre qui tout est permis. À partir de là, Schmitt introduit la distinction entre l'ennemi réel et l'ennemi absolu. L'ennemi réel est un ennemi contre lequel on ne porte pas de jugement moral. On le respecte dans sa dignité d'ennemi et on le combat en tant que tel. Il est simplement un autre qui n'a pas les mêmes intérêts que nous et contre qui il faut se défendre pour faire valoir les nôtres. Il s'agit simplement de le combattre, de le remettre à sa place, de le ramener dans ses frontières. Schmitt souligne qu'à la question de savoir si Dieu haïssait les Anglais, Jeanne d'Arc répondait « Si Dieu aime ou hait les Anglais, je ne le sais. Je sais seulement qu'il faut les bouter hors de France. » C'est ici une illustration de la limitation de l'hostilité. L'ennemi réel n'est pas déclaré ennemi absolu, ni déclaré être le dernier ennemi du genre humain. L'ennemi absolu, au contraire, est celui qu'il faut éliminer à tout prix. C'est celui à qui on dénie l'appartenance à l'humanité même. Schmitt relève que Lénine a été le premier à faire de l'ennemi réel un ennemi absolu. Un ennemi hors humanité, hors de toute considération, contre lequel tout était permis. Le partisan avait en effet originellement un caractère tellurique, c'est-à-dire relié à la terre. Pour Mao, l'ennemi de classe est un ennemi réel, déterminable et identifiable sur le terrain. Il s'agit surtout de le repousser, de le chasser des terres révolutionnaires. Lénine, lui, fera de l'ennemi celui de ses idées. C'est un ennemi abstrait, absolu, qui parce qu'il menace des idées et non un territoire duquel il s'agirait de le chasser, doit être combattu jusqu'à l'élimination totale. S'agissant du partisan, si l'hostilité est réelle, l'engagement politique se fera en faveur de l'existence d'un peuple vivant sur son territoire. Si l'hostilité est absolue, il se fera au nom d'idées. Schmitt relève également que les moyens de guerre modernes, particulièrement puissants et monstrueux, nécessiteront, pour être utilisés, la mise en place d'un ennemi absolu. À la monstruosité de l'arme doit répondre la monstruosité de l'ennemi. Il faut d'abord le déshumaniser pour pouvoir ensuite utiliser de telles armes. Ainsi en est-il de ce qu'il appelle la nuit des bombes et des fusées. Schmitt voit venir un monde d'hostilité effroyable, dans lequel l'hostilité ne sera plus dirigée contre un ennemi, mais abstraite et absolue, menée au nom d'idéaux, au nom des droits de l'homme, de la paix, de la civilisation. La guerre au nom d'un idéal qui aujourd'hui pourrait porter le nom d'antiracisme ou de féminisme. La guerre ne sera plus menée contre un ennemi,
Elle ne servira plus qu'à faire triompher, dans une prétendue objectivité, les valeurs suprêmes dont chacun sait qu'elles ne sauraient être payées trop cher. Il aura fallu une négation de l'hostilité réelle pour ouvrir la voie à une hostilité absolue. La pensée de Schmitt est donc aussi une critique absolue de l'universalisme. Les dernières pages de Qu'est-ce que le politique prennent de la hauteur sur la notion d'ennemi. Elles l'envisagent dans son sens métaphysique, existentiel, sur ce qu'il signifie dans nos vies. C'est à travers la figure de l'ennemi que nous trouverions notre propre identité. C'est la lutte, dans son sens vital et existentiel, qui peut-être donne un sens à nos existences. Le concept d'ennemi inclut, au niveau de la réalité concrète, l'éventualité d'une lutte. Le mot lutte doit ici être entendu dans son sens original et existentiel. L'ennemi est aussi celui qui porte nos questionnements, nos angoisses, nos questions refoulées, et qui nous oblige à nous regarder en face. En cela, il contraint l'homme à se réaliser ou à périr, pour ainsi dire, à se surmonter lui-même. L'ennemi est notre propre remise en question personnifiée. L'ennemi n'est pas une chose à éliminer. Il se tient sur le même plan que moi. C'est pour cette raison que j'ai à m'expliquer avec lui dans le combat, pour conquérir ma propre mesure, ma propre limite, ma forme à moi. En cela, la plume de Schmitt fait largement écho à celle de Nietzsche, chez qui on retrouve beaucoup cette idée. On pourrait citer notamment cet extrait d'un article intitulé « La morale ou la contre-nature ». Tout parti comprend que son propre intérêt de conservation exige que le parti contraire ne s'affaiblisse pas. Il en est de même dans la grande politique. Une nouvelle création surtout, un nouvel empire par exemple, a besoin d'ennemis plus que d'amis. C'est dans l'opposition seulement qu'il se sent nécessaire. C'est dans l'opposition seulement qu'il devient nécessaire. La pensée de Schmitt est une pensée dure, intransigeante, face à laquelle il n'est pas possible de détourner le regard ou de faire des compromis. Elle se veut jeter un œil lucide sur les rapports humains, peut-être pour les organiser au mieux, pour envisager la paix de la manière la plus réaliste possible, sans nier la nature, ni la propension à l'hostilité des créatures politiques que nous sommes. C'est à sa manière une pensée du soupçon, qui lève le voile sur les tentatives de neutralisation et de dépolitisation des pouvoirs publics. Elle permet de repenser les situations que l'on vit et qu'on observe dans notre société à partir de ce critère ami-ennemi. C'est une pensée qui s'oppose de plein fouet à la logique contractualiste moderne, qui essaye plutôt de ménager la chèvre et le chou, quitte à créer des situations explosives. Mais elle s'oppose aussi à la politique moderne, menée au nom de grands idéaux, qui peuvent paradoxalement conduire à la barbarie ou à tout le moins à l'oppression. La pensée de Schmitt est une pensée du nous et du eux, qui constitue peut-être encore le tabou suprême des sociétés occidentales. On pourrait, pour prendre un peu de hauteur et par amusement, rappeler qu'à l'heure des androïdes, des intelligences artificielles et des super algorithmes qui verront bientôt le jour, il n'est pas certain que l'homme reste la seule espèce évoluée peuplant la Terre. Peut-être que la distinction ami-ennemi, du nous et du eux, a encore de quoi nous surprendre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime sur la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Quant à moi, je retourne travailler sur les prochaines et je vous dis à très bientôt, c'est le cas de le dire, mes chers amis.